Imaginez un champ de bataille médiéval. Dans les rangs de chevaliers blindés règne soudain la confusion. L'un des nobles guerriers s'effondre au sol sans avertissement, mort avant d'avoir compris ce qui l'avait frappé. Le sang jaillit de sous la visière de son aume. Un court projectile d'acier a traversé son armure comme si de rien n'était. Les compagnons d'armes qui l'entourent sont en état de choc, ne comprenant pas d'où est venue la mort. Un mélange d'effroi et de chaos s'installe sur le champ de bataille. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelle arme était capable d'une telle chose et pourquoi elle a finalement disparu des champs de bataille. Cette arme est l'arbalète, considérée en son temps comme une révolution absolue dans l'art de la guerre. Il s'agissait d'une arme de trait tirant de courts carreaux, avec une force énorme à l'aide d'un arc mécanique. Au XIIe et XIIIe siècle, l'arbalète eut un tel impact que l'Église l'appela arme diabolique. Elle pouvait percer l'armure de chevalier à des dizaines de mètres et ôter la vie à un noble puissant comme à un simple soldat d'un seul tir. Tout cela avec un effort minimal de la part du tireur. Il n'est pas étonnant que l'arbalète fût redoutée et que son usage se répandit dans les armées européennes. Comment est-il possible qu'une arme si efficace ait été ensuite évincée des champs de bataille? Qu'est-ce qui a changé dans l'art de la guerre pour que l'ancienne arbalète diabolique passe de mode? Dans cette vidéo, vous l'apprendrez. Nous partirons ensemble dans un voyage à travers l'histoire depuis le premier déploiement des arbalètes, en passant par leur âge d'or jusqu'à leur éviction progressive des armées. À la fin, nous verrons en plus quel héritage les arbalètes ont laissé et ce que nous pouvons retenir de leur histoire pour aujourd'hui. L'arbalète comme arme n'est pas une invention du Moyen Âge européen. Les historiens rappellent que de simples arbalètes étaient déjà connues des anciens Chinois et des Grecs antiques. Dans l'Antiquité, cependant, l'arbalète s'appliquait plutôt comme outil de chasse ou arme de siège lourde, baliste. Ce n'est qu'au Xe siècle que la petite arbalète portable réapparaît sur les champs de bataille d'Europe et se taille rapidement une position privilégiée. Les premières mentions écrites du déploiement d'arbalètes dans le combat européen datent de la moitié du Xe siècle. Par exemple, les sources mentionnent l'usage d'arbalètes en 947 lors du siège de la ville française de Senlis. Vers l'an 1100, les guerriers de l'Europe occidentale portaient couramment des arbalètes et causèrent ainsi un émoi considérable parmi leurs alliés orientaux. La princesse byzantine et chroniqueur Anna Comnène décrivit alors avec étonnement que l'arbalète perce le bouclier et la lourde cuirasse de fer et son projectile continue plus loin, tant sa force est puissante et irrésistible. Dans son ouvrage Alexiade, elle désigna l'arbalète comme un type barbare d'arc, que les Grecs ne connaissaient pas jusqu'alors. Pour les Byzantins, c'était une découverte choquante, mais pour les croisés, il s'agissait d'une arme éprouvée, qui devint rapidement la terreur des champs de bataille. Bientôt, leurs adversaires firent aussi connaissance avec les arbalètes. Les guerriers musulmans en Orient comprirent rapidement la valeur de cette arme et commencèrent à déployer leurs propres tireurs avec des arbalètes capturées pour rendre l'appareil aux croisés. Au XIIe et XIIIe siècle, l'arbalète connut un véritable essor. Les souverains et chefs de guerre fondaient des unités spécialisées d'arbalétriers et des guildes de tireurs naissaient où le tir à l'arbalète était pratiqué et perfectionné. Les arbalétriers étaient des spécialistes appréciés dans de nombreuses armées. Ils avaient une solde élevée et du prestige, à l'exception de l'Angleterre qui continuait à préférer les archers. Célèbres étaient par exemple les arbalétriers génois, que divers États engagèrent dans toute l'Europe pour leur adresse magistrale. L'arbalète s'appliquait tant à l'attaque qu'à la défense. Lors des sièges de châteaux, elle permettait aux défenseurs de toucher les attaquants depuis les remparts et inversement aux assiégeants d'abattre les gardes sur les tours. Grâce à sa force de pénétration, elle était l'une des rares armes capables de menacer sérieusement les hommes en armure lourde à distance. De plus, l'entraînement d'un tireur à l'arbalète était relativement rapide et bon marché. Dans cette vidéo, vous apprendrez que tandis que l'arc traditionnel exigeait des années d'entraînement, apprendre à manier l'arbalète ne prenait que des semaines ou des mois. Même un simple paysan
pouvait ainsi devenir un arbalétrier efficace, ce qui attirait naturellement les chefs de guerre médiévaux. Ils obtenaient une force destructrice sur le champ de bataille sans avoir besoin d'entraîner longtemps des archers. Pour déployer l'arbalète, il suffisait donc de fabriquer l'arme et les munitions. Des centaines de nouveaux tireurs pouvaient partir au combat. Le succès de l'arbalète provoqua aussi de l'opposition et de la peur, notamment chez l'élite dirigeante du Moyen Âge, la noblesse chevaleresque et l'Église. Les nobles chevaliers regardaient l'arbalète comme une arme déloyale, car elle permettait à un simple fantassin de tuer un guerrier noble depuis une distance sûre. Dès que les nobles réalisèrent le danger que représentaient les arbalétriers pour eux, ils commencèrent à réclamer la limitation ou l'interdiction de cette invention diabolique. Dès la fin du XIe siècle, le pape Urbain II exprima prétendument son indignation concernant l'usage d'arbalètes entre chrétiens. Le véritable précédent survint cependant en 1139, quand le second concile du Latran à Rome déclara officiellement que l'usage de l'arbalète contre les chrétiens était un crime contre Dieu. Le synode ecclésiastique interdit aux guerriers chrétiens d'utiliser des arbalètes dans les combats entre eux, ne les autorisant que contre les infidèles, c'est-à-dire par exemple dans les croisades. Les arbalètes furent ainsi désignées comme armes haïes de Dieu, en latin arma diaboli, et l'aristocratie accueillit favorablement ce verdict. L'arme redoutée devait disparaître des batailles au moins entre nations chrétiennes. Comme il s'avéra bientôt cependant, de telles interdictions restèrent la plupart du temps seulement sur papier. Il est vrai que certains souverains tentèrent d'abord de respecter l'interdiction. Par exemple, l'empereur Conrad III, dans les années 40 du XIIe siècle, interdit temporairement les arbalètes dans son armée. Cependant, il ne fallut pas longtemps pour que l'arme revienne dans l'armement. Même en Angleterre, l'interdiction des arbalètes entra quelques décennies plus tard dans la fameuse charte Magna Carta, 1215, où les barons obtinrent que le roi ne déploierait pas d'arbalétriers mercenaires contre ses sujets. En pratique cependant, les arbalètes continuaient à être utilisées, car elles étaient tout simplement trop efficaces pour que les armées y renoncent. Le pape Innocent III à la fin du XIIe siècle confirma à nouveau l'interdiction, mais en vain. Au XIIIe siècle, les chroniques mentionnent déjà couramment des arbalétriers sur les champs de bataille dans toute l'Europe, y compris contre des adversaires chrétiens. L'ordonnance ecclésiastique fut ignorée et la réputation terrible des arbalètes ne fit qu'augmenter leur renommée. Au lieu d'un véritable désarmement, une autre réaction se produisit donc. Les chevaliers s'efforcèrent d'améliorer leur protection contre les projectiles. Ils commencèrent à porter des armures plus solides et plus complètes, la protection de plate du corps se perfectionnait. Mais même contre cela, les armuriers avaient une réponse. On commença à fabriquer des arbalètes encore plus puissantes avec un arc d'acier et un mécanisme de treuil, qui envoyait des carreaux avec encore plus de force de pénétration. S'engagea ainsi une petite course aux armements. Plus les chevaliers revêtaient d'armures résistantes, plus les arbalétriers obtenaient rapidement des armes puissantes contre eux. Les lourdes arbalètes à treuil avaient une force de tension de plus d'une demi-tonne, si bien que le carreau tiré pouvait percer à courte distance même une plaque de qualité. Les arbalétriers se protégeaient en plus avec de grandes pavois, boucliers portables, derrière lesquels ils se cachaient pendant le long rechargement. Les nobles savaient bien que même une armure épaisse ne devait pas forcément les sauver. Après tout, même le roi Richard Ier Cœur de Lion fut mortellement touché par une arbalète en 1199 lors du siège d'un château. Selon les chroniques conservées, Richard se promenait sans armure près des remparts du château français de Chalut, quand il fut touché par un carreau tiré par l'un des défenseurs. Les légendes racontent que le tireur était un jeune écuyer nommé Pierre, sans soupçonner qui il avait touché. Le roi fut touché à l'épaule, et de la blessure ne coulait d'abord pas beaucoup de sang. Richard la minimisa donc, et se fit retirer le carreau par les chirurgiens. Après plusieurs jours cependant, la blessure s'infecta, et le roi réalisa qu'il mourrait. Encore sur son lit de mort, il ordonna prétendument de gracier le tireur. Ses soldats en colère exécutèrent cependant cruellement le garçon,
après la mort de Richard. Selon certaines sources, ils l'écorchèrent même vivant. Cet événement glaçant montra à la société médiévale qu'un puissant souverain pouvait être abattu par un simple tireur à l'arbalète. Il n'est pas étonnant que l'arbalète ait eu la réputation d'être une arme qui renverse les ordres sociaux et détruit les règles établies du combat chevaleresque. Malgré tous les efforts d'interdiction, l'arbalète s'installa fermement dans les arsenaux des armées européennes, au XIIe et XIIIe siècle. Dans un moment, nous apprendrons comment elle se comportait en comparaison directe avec un autre instrument de tir célèbre de l'époque, l'arc long anglais, et pourquoi finalement son sort fut scellé par l'avènement d'une nouvelle technologie. Au Moyen Âge tardif, l'arbalète avait une principale concurrence, l'arc long. Surtout en Angleterre et au pays de Galles, se développa une tradition d'archers, qui parvenaient avec leurs arcs longs à produire un effet dévastateur sur le champ de bataille. Les rois anglais soutenaient le tir à l'arc. Les lois ordonnaient aux sujets de s'entraîner au tir à l'arc, ce qui mena à la naissance d'une nombreuse couche d'archers expérimentés. Ces tireurs parvenaient à décocher 6 à 10 flèches par minute et par des salves bien visées à briser les attaques de l'ennemi. En revanche, le tireur à l'arbalète gérait environ 1 à 2 coups par minute, car tendre la lourde arbalète à l'aide d'un levier ou d'un treuil prenait plus de temps. Comme l'enregistra le chroniqueur florentin Giovanni Villani, l'archer parvenait à tirer environ 3 fois plus vite qu'un arbalétrier génois expérimenté. La vitesse de tir et la plus longue portée donnaient à l'arc anglais l'avantage en rase campagne, si l'archer avait assez d'espace et de temps. Les fameuses batailles de la guerre de Cent Ans montrèrent le contraste des deux armes. En 1346, au nord de la France, l'armée française affronta les Anglais dans la bataille de Crécy. Le roi français Philippe VI déploya des détachements d'arbalétriers génois mercenaires, tandis que les Anglais comptaient sur leur corps d'archers. L'après-midi avant la bataille, un violent orage éclata qui mouilla les cordes des arbalètes et réduisit leur efficacité. Quand la bataille commença, les arbalétriers aux nerfs tendus levèrent leurs armes. La formation des tireurs français tira une salve de carreaux, mais les archers anglais répondirent par une pluie dense de flèches à une distance beaucoup plus grande et bien plus rapidement. Les tireurs d'arbalètes confus ne parvinrent pas à recharger rapidement une seconde fois et commencèrent à reculer. Les chevaliers français, impatients du retard, se mirent prétendument en colère et lancèrent l'attaque directement à travers leurs propres arbalétriers en retraite. Le résultat fut tragique. Les flèches anglaises fauchèrent littéralement les chevaliers non protégés, et les tireurs et l'armée française subit une défaite écrasante. La bataille de Crécy est souvent citée comme preuve de la supériorité de l'arc long sur l'arbalète dans les batailles en rase campagne. De même, en 1415, dans la bataille d'Azincourt, les Anglais répétèrent ce succès. Des milliers de flèches restèrent plantées dans le sol et dans les corps des chevaliers français. Il faut cependant ajouter que le triomphe des archers anglais était conditionné par des circonstances spécifiques. L'arc long exigeait un entraînement de toute une vie. L'archer anglais commençait à s'exercer dès l'enfance, et son corps s'y adaptait. Les découvertes archéologiques de restes squelettiques d'archers anglais, par exemple de l'épave du navire Mary Rose, révélèrent des os de bras nettement hypertrophiés et des déformations de la colonne vertébrale dues à l'entraînement de tir à long terme. En revanche, l'arbalète pouvait être efficacement maniée, même par un soldat, avec un entraînement court, ce qui était plus pratique pour beaucoup de pays. Les armées continentales, à l'exception de l'Angleterre, misèrent donc toujours principalement sur les arbalètes et leurs forces destructrices. Les arbalètes étaient aussi plus efficaces lors des sièges et dans les combats défensifs, où la vitesse de tir ne jouait pas un tel rôle, et les tireurs pouvaient se couvrir derrière les remparts ou les pavois. Dans la perspective globale du Moyen Âge, les arbalètes et l'arc long existèrent donc côte à côte. Chacun avait ses avantages. L'arbalète offrait un chemin plus simple pour entraîner un tireur et une pénétration dévastatrice. L'arc une cadence de tir plus élevée et une plus longue portée dans les mains d'un archer d'élite. Mais les deux armes attendaient bientôt un nouveau défi, qui devait changer les règles du jeu sur le champ de bataille.
Au tournant des XIVe et XVe siècles apparut sur les champs de bataille d'Europe quelque chose de complètement nouveau, les armes à feu. La poudre à canon, invention originaire de Chine, commença à propulser des canons, et plus tard aussi de plus petites armes portatives. Les premières mentions d'armes à feu portatives, dites coulevrines, pistons ou hacquebutes, datent déjà du XIVe siècle. Ces armes primitives étaient très rudimentaires, essentiellement de courts canons métalliques fixés à une crosse en bois, allumés avec un fil rougi ou une mèche. Le tireur devait allumer la charge de poudre et tirer une balle de plomb. Dans cette vidéo, vous apprendrez que les premières coulevrines étaient imprécises, lentes et souvent peu fiables, mais représentaient néanmoins une révolution qui condamna finalement les arbalètes à disparaître. Au début, les armes à feu ne remplacèrent pas complètement les arbalètes, elles les complétèrent, plutôt. Par exemple, dans les guerres hussites en Bohême, début du XVe siècle, les Hussites combattaient tant avec des arbalètes qu'avec des armes à feu primitives. Imaginons une telle scène de bataille hussite. Derrière le rempart de chariots s'agenouille une troupe de tireurs. L'un serre une arbalète, l'autre à côté de lui, allume son piston avec une mèche. Se lève la cavalerie des chevaliers croisés, et à ce moment, le rempart tremble d'un fracas assourdissant et de sifflements. Les hommes aux arbalètes et pistons ont lâché leurs projectiles vers les attaquants. Les chevaux s'effraient dans la confusion, et les premiers cavaliers touchés tombent à terre. Les hacquebutes et pistons hussites parvenaient à courte distance à percer l'armure et produisaient des détonations assourdissantes, dont ils effrayaient les cavaliers ennemis. En même temps, cependant, il fallait longtemps pour les recharger, et le tir était imprécis. De même, en Europe occidentale, les premières arquebuses, comme on commença à appeler les armes à feu portatives avec platine à mèche, apparurent à la fin du XVe siècle. Les tireurs avec des arquebuses devaient avoir sur eux une mèche allumée, appuyer l'arme sur une fourquine, et après le tir passer 1 minute ou 2 à charger la cartouche suivante. Par temps de pluie dense ou dans l'humidité, ces armes les étaient quasi inutilisables, car la poudre à canon s'humidifiait, et la mèche d'allumage pouvait s'éteindre. Encore vers 1500, les arbalètes appartenaient toujours aux principales armes de trait des armées européennes. À cette époque, il était courant que dans les armées servent côte à côte arbalétriers et arquebusiers. L'arbalétrier pouvait au combat remplacer l'arquebusier si la poudre faisait défaut ou si les munitions manquaient, et inversement, le tireur à l'arquebuse pouvait, grâce à la balle pénétrante, faire le travail de l'arbalétrier contre les hommes en armure lourde. Néanmoins, dès cette époque, les chefs de guerre commençaient à remarquer que le potentiel des armes à feu était d'énorme. La balle d'arquebuse parvenait à percer l'armure de plate à plus grande distance que le carreau d'arbalète, et le tir s'accompagnait d'un bruit de tonnerre et de fumée qui semirent la panique parmi les chevaux et les rangs ennemis. Par l'amélioration progressive de la construction, les armes à feu s'amélioraient aussi rapidement. À la fin du XVe siècle, les soldats introduisirent la dite platine à mèche, c'est-à-dire un mécanisme de détente, qui rendit le tir plus efficace et uniforme. Au XVIe siècle apparurent les premiers mousquets, arquebuses plus lourdes, capables de percer même une solide armure de plate. Les troupes commencèrent à entraîner un plus grand nombre de tireurs et à les combiner avec des piquiers. Commença ainsi l'époque où les arbalètes devenaient un vestige, et où le premier rôle sur le champ de bataille fut pris par une nouvelle technologie, les armes à feu. Finalement, les armes à feu s'imposèrent dans l'armement, et les arbalètes cédèrent dans les armées. Résumons les principales raisons pour lesquelles cela arriva. Pouvoir de pénétration et force destructrice. Les balles d'arquebuse et de mousquet avaient une énorme énergie cinétique. Contrairement aux flèches, elles ne perdirent pas si rapidement de vitesse et parvenaient à percer pratiquement n'importe quelle armure de l'époque. Même un chevalier lourdement cuirassé pouvait être mortellement touché par un seul tir de mousquet. Les blessures causées par la balle de plomb étaient dévastatrices. Le projectile broyait les os et déchirait les tissus, ce que l'arbalète ne parvenait pas à faire à ce degré. Certaines armures de plate du bas Moyen Âge
étaient certes testés par leurs riches porteurs contre le tir, d'où les dites marques d'épreuve sur les armures. Mais un tel armement extra solide était très lourd et cher, donc rare sur le champ de bataille. Portée et précision. Les arquebuses primitives n'étaient certes pas très précises à plus grande distance, mais avec le temps, la portée et la précision des armes à feu s'amélioraient. La balle avait par rapport à la flèche une trajectoire plus plate, et il était donc plus simple de viser directement sur la cible sans avoir besoin d'estimer un grand tir vers le haut. Le vent, qui pouvait facilement dévier le vol d'une flèche ou d'un carreau, avait moins d'influence sur la lourde balle. Les lourds mousquetaires vers 1550 touchaient déjà efficacement des cibles à la même distance ou plus grandes que les arbalétriers, sans parler de l'artillerie qui se développait en même temps. Vitesse de tir et nouvelles tactiques. Au début, arbalétriers et arquebusiers avaient une vitesse de tir similairement basse, environ 1 à 2 coups par minute. Cependant, l'introduction de procédures standardisées de chargement, même calibre de balles, doses mesurées de poudre, et de nouvelles tactiques de combat permit un tir plus fluide. Les soldats entraînés dans la dite salve se relayaient par rang, tandis qu'un rang tirait, l'autre chargeait. Sur l'ennemi allait ainsi un déluge presque ininterrompu de projectiles, que les arbalètes ne parvenaient pas à imiter. De plus, tirer un fusil était plus simple en ce que le tireur n'avait pas besoin de déployer un grand effort physique pour tendre la corde. Après le chargement initial laborieux, il suffisait d'appuyer sur la détente. Grâce à cela, les soldats avec armes à feu se fatiguaient moins et parvenaient à maintenir le rythme du combat. Par exemple, les unités espagnoles tercio combinaient au XVIe siècle tireurs avec mousquets et piquiers si efficacement qu'elles dispersèrent maintes armées chevaleresques de l'époque. Entraînement plus facile. Comme les arbalètes, les armes à feu avaient aussi l'avantage que pour leur maniement n'étaient pas nécessaires des années d'entraînement comme pour l'arc. De plus, le tireur à l'arquebuse n'avait pas besoin non plus de force pour tendre l'arme, de sorte que même une recrue physiquement moyenne parvenait à tirer. C'était important surtout lors de longues campagnes, où les soldats étaient affaiblis par l'épuisement ou la faim. Même un tireur fatigué ou malade réussissait à charger et tirer d'un fusil, tandis qu'un archer dans un tel état perdait sa force de tension, et un arbalétrier pouvait avoir des difficultés à tendre un arc puissant. Les armes à feu garantissaient ainsi une performance plus constante de l'armée. Au XVIIe siècle, les souverains pouvaient déjà recruter des milliers de conscrits et en faire en quelques semaines une unité de tir utilisable, quelque chose d'absolument impensable à l'ère des arcs. Production de masse et logistique. Avec le développement des métiers et les débuts des manufactures, il était possible de produire en grand les armes à poudre et leurs munitions. Les balles de plomb se coulaient facilement et à bon marché. La poudre à canon était produite par des ateliers spécialisés. En revanche, la fabrication d'arbalètes était complexe et plus lente. Chaque arbalète exigeait un travail soigneux de fondeur et de menuisier. Et surtout les munitions, flèches et carreaux, ne pouvaient pas se standardiser ni se produire en masse aussi facilement. Chaque flèche avait besoin de bois de qualité, d'une pointe métallique et de plumes pour la stabilisation, ce qui signifiait beaucoup de travail manuel en plus. Équiper une armée de milliers d'hommes de fusils et de barils de poudre s'avérait plus simple que d'assurer au même nombre de soldats des arbalètes et des millions de flèches. Les armées n'avaient pas non plus à craindre de manquer de munitions. Il y avait assez de plomb et de soufre dans l'administration des États, tandis que le bois pour des milliers de flèches et des archers expérimentés ne s'obtenait pas si rapidement. Il arrivait souvent que les archers manquent de flèches et doivent les ramasser sur le champ de bataille. Les mousquetaires avaient habituellement une réserve de balles et de poudre plus grande qu'ils ne parvenaient à tirer. Effet psychologique. Les armes à feu apportèrent aussi à la guerre l'effet de tonnerre et d'éclair. Le tir bruyant et la fumée agissaient sur le moral. Les chevaux s'effraient, et les ennemis inexpérimentés pouvaient paniquer quand la fumée des salves commençait à s'élever au-dessus d'eux. L'arbalète, en revanche, tirait silencieusement et secrètement. À cet égard, les fusils inspiraient plus de respect et parvenaient à troubler les formations ennemies,
par le seul bruit. Beaucoup de chroniqueurs de l'époque décrivent l'effroi que causa dans les rangs des armées médiévales la première poudre tonnante. Les soldats n'avaient jusqu'alors rien affronté de semblable. Ces facteurs tous ensemble décidèrent que pendant le XVIe siècle, l'arbalète disparut progressivement de l'armement des principales armées. Certes, l'arbalète avait encore certains avantages partiels. Elle était silencieuse et son tir ne révélait pas la position du tireur par la fumée. Elle pouvait s'utiliser sous la pluie même sans poudre. C'est pourquoi elle se maintint encore quelque temps dans des rôles marginaux, par exemple pour la chasse ou dans l'armement de la garde territoriale. Dans les grandes batailles, cependant, dès la moitié du XVIe siècle, dominaient clairement pistons, arquebuses et mousquets. Le fait que les arbalètes cédèrent à la poudre à canon fut confirmé aussi par les jalons de l'histoire militaire. Par exemple, la bataille de Cerignola en 1503 entra dans l'histoire comme la première grande bataille, victorieusement décidée par le tir d'arquebuse, et en 1525 dans la bataille de Pavie, les armes à feu brisèrent définitivement l'assaut des chevaliers reblindés. Des rapports de l'époque, nous savons que les cavaliers français à Pavie furent littéralement balayés par les salves de tir. Le roi François Ier lui-même fut renversé de cheval et capturé. Dès la moitié du XVIe siècle, la plupart des troupes d'infanterie en Europe portaient ainsi, au lieu d'arbalètes, des arquebuses ou mousquets. Sur les champs de bataille éloignés, les arbalètes se maintinrent un peu plus longtemps. Par exemple, les conquistadors espagnols en Amérique les utilisèrent jusqu'aux années 70 du XVIe siècle, avant de passer là aussi complètement au fusil. Symboliquement, se termina ainsi l'âge des arbalètes et commença l'âge des armes à feu. L'histoire de l'arbalète ne se termine pas par sa disparition des armées. Comme arme de chasse, l'arbalète fut utilisée encore plusieurs siècles. Elle abattait silencieusement le gibier sans effrayer les alentours par un tir. Dans les villes persista la tradition des guildes de tireurs et des compétitions de tir à l'arbalète, qui se déroulent encore aujourd'hui dans certains pays. Beaucoup de villes historiques se vantent encore aujourd'hui d'associations d'arbalétriers, qui maintiennent la tradition et organisent des tournois. Aujourd'hui, cependant, nous associons surtout l'arbalète à l'histoire et aux reconstitutions de batailles. Dans l'art militaire moderne, elle n'appartient plus à l'équipement courant. Néanmoins, de temps en temps, son principe trouva application. Pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées, les soldats utilisèrent des arbalètes spéciales pour tirer silencieusement des grenades sur l'ennemi. Et même aujourd'hui, certaines unités spéciales utilisent des arbalètes tactiques modernes, par exemple pour neutraliser discrètement des gardes ou tirer des cordes. La flèche d'arbalète ne produit ni bruit, ni éclair, donc ne révèle pas la position du tireur, et peut pourtant à courte distance percer même une protection balistique légère. Il s'avère que certaines propriétés de l'arbalète restent attrayantes, même après des centaines d'années. Au sens large, le sort de l'arbalète nous rappelle combien rapidement une innovation technologique peut changer le visage de la guerre, et combien rapidement elle peut être elle-même dépassée par une autre nouveauté. L'arbalète au Moyen Âge signifiait une révolution similairement aux armes à feu plus tard, aux chars ou aux avions. Elle apporta une nouvelle équation sur le champ de bataille, mais le développement ne s'arrêta pas. Dès que vinrent des solutions plus efficaces, dans ce cas les armes à feu, l'arbalète autrefois révolutionnaire devint dépassée. Aujourd'hui, nous pouvons regarder cet épisode historique comme un enseignement sur le progrès constant. L'arme dont tous avaient peur autrefois et qu'ils considéraient comme insurpassable fut en quelques générations reléguée à l'arrière-plan. L'arbalète laissa cependant un héritage marquant. Elle devint un symbole de l'art militaire médiéval et suscite encore aujourd'hui l'admiration comme chef-d'œuvre technique de son époque. Sa place dans l'histoire est méritée. Elle joua un rôle clé dans la disparition de l'ère des chevaliers en armure et ouvrit la voie à une nouvelle manière de combattre. Ce n'est pas par hasard que sur les arbalètes naquirent plusieurs mythes et qu'elles apparaissent encore aujourd'hui dans la culture populaire, comme armes de héros dans les histoires fantasy, films ou jeux informatiques.
Tout cela témoigne de leur attrait durable. Et quand nous suivons aujourd'hui les courses modernes aux armements, nous pouvons voir dans l'histoire de l'arbalète des parallèles. Chaque arme a son temps et finit par céder à quelque chose de nouveau. Merci de votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager avec vos amis. J'aurai hâte de vous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle aventure historique.